La caméra extérieure aujourd'hui, on est à Lille avec Emmanuel Pal, direction l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers. Où êtes-vous? Il est là, ça y est, il apparaissait. Ouf, j'ai eu peur, je me sentais seul. Bonjour Emmanuel, comment ça va ce matin chez vous? Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Il fait pas très beau, mais ça va très bien. On est à l'ENSAM, effectivement, Thibaut, l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Alors, c'est un campus de 500 élèves créé en 1900 à Lille. On est dans le centre de Lille. C'est un pâté de maison de 43 000 mètres carrés. À ma gauche, il y a les cours théoriques, les bâtiments des cours théoriques. Là, on est au niveau des ateliers. On va aller voir l'atelier robotique, l'atelier métrologie. C'est le département de métrologie, c'est la science des mesures. Et puis, regardez cette cheminée. Elle date de 1900 également. Actuellement, il y a des gaz qui s'échappent, c'est pour le chauffage. Avant, c'était des gaz des gaz qui c'était pour l'électricité. C'était l'électricité, une machine à vapeur qui fournissait l'électricité, des gaz. On vous fait découvrir tout ça tout au long de 9h50 le matin. Allez Emmanuel, on commence la visite de cette École nationale supérieure des arts et métiers à Lille. Voilà. Ouais, voilà, c'est une école d'ingénieurs, une prestigieuse école d'ingénieurs qui se fait en 3 ans après des classes prépa, mais aussi on forme à partir après le bac et jusqu'au doctorat, n'est-ce pas Stéphane? Vous êtes directeur du campus. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, donc l'ENSAM est une école d'ingénieurs, donc comme vous dites, prestigieuse. D'une part parce qu'elle est très ancienne. Donc elle a été créée en 1780 par La Rochefoucauld, le duc de La Rochefoucauld. Et donc depuis plus de 200 ans maintenant, on forme des ingénieurs, plus particulièrement pour le monde industriel. Alors c'était à Liancourt, c'est ça, dans l'Oise au départ? C'est ça, exactement. Et puis suite à ça, en fait, il y a eu la création d'un premier campus à Châlons-en-Champagne, puis ensuite à Angers. Puis ensuite à Lille. En 1900 En 1900 à Lille. Aix avant, pardon. Angers, Cluny, Paris, Bordeaux et Metz. Donc en fait, on est une école nationale répartie sur tout le territoire. Alors là, on est dans quel département? C'est la métrologie. C'est quoi la métrologie? Donc la métrologie, en fait, c'est la science de la mesure. Et ici, à l'école, plus particulièrement, on caractérise donc des pièces mécaniques, puisque l'école est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs pour le monde industriel, comme je le disais tout à l'heure, et en particulier pour tout ce qui tourne autour de la conception de produits, de la fabrication des produits, c'est-à-dire comment on les fabrique, et puis aussi sur le contrôle de ces produits. Et donc la métrologie, justement, permet de contrôler la qualité des produits, et en particulier leur qualité dimensionnelle, c'est-à-dire si elles respectent bien les bonnes dimensions. Voilà. D'accord, très bien. Alors on va faire une démonstration avec Thierry. Bonjour Thierry. Expliquez-nous ce que vous allez faire. Là, vous êtes devant une machine à mesurer tridimensionnelle, qui est une machine qu'on va trouver dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique, pour contrôler la qualité de la géométrie des pièces. Donc, c'est une machine haut de gamme qu'on a intégrée à l'école il y a 2 ans et que je vais vous lancer. Donc, l'outil qui travaille, en fait, est une bille en rubis. Là, elle est toute petite, elle fait 1,5 mm de diamètre à l'extrémité, là, ici. Oui. D'accord. Et je vais vous lancer la machine. Donc là, il y a un étalonnage au départ, c'est ça? Voilà. Et là, en fait, la bille blanche est de très haute qualité, connue par un certificat, ce qu'on appelle un certificat d'étalonnage. Et donc, on va se servir de la bille blanche pour connaître finement les caractéristiques du système de mesure pour pouvoir ensuite l'utiliser sur la pièce. Alors ensuite, ça consiste à mesurer cette pièce-là, qui est une pièce de l'industrie auto, c'est ça? Tout à fait. C'est une pièce qui vient d'un turbo de voiture. Et plus particulièrement, c'est une pièce qui vient de la région, puisqu'elle vient du CRIT M2A, qui est à Breuil-la-Buissière, et qui est un centre d'essai bien connu. Alors cette machine, elle mesure à quelle précision? Je dirais que c'est pas forcément le bon terme par rapport à ce que nous on fait, mais c'est pas grave. Je dirais qu'on en attend sur des petites pièces comme ça, des incertitudes meilleures que le micromètre. Meilleur que le micromètre. Est-ce que c'est important, et dans quel secteur de l'industrie c'est important d'avoir des mesures précises à ce point? Dans l'automobile, par exemple, typiquement, sur les turbos, sur les boîtes de vitesse, on a absolument besoin de ce type de qualité pour assurer que le produit rende le service qu'on attend de lui. D'accord, je vous laisse continuer à la mesure. Monsieur Cléné, ENSAM, École nationale supérieure d'arts et métiers. Arts et métiers, c'est une spécialité ou pas?
Non, en fait, on forme des ingénieurs qui sont généralistes, donc qui peuvent travailler dans de nombreux domaines, donc en particulier des domaines historiques sont plutôt l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire. Mais maintenant, on a de plus en plus d'ingénieurs qui vont vers le domaine de l'agroalimentaire, de la chimie, du luxe. Donc on est une filière à formation très généraliste. Alors, au niveau des débouchés. Alors, on n'a aucun problème pour placer nos étudiants. On a plus de 90% de nos étudiants qui trouvent du travail pratiquement juste après l'obtention de leur diplôme. Les autres ayant tendance quelquefois à poursuivre leurs activités pour avoir leurs activités de formation pour avoir une double compétence. Voilà. Donc on n'a aucun problème actuellement pour placer nos étudiants. Voilà. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Thibaut, on va aller au département robotique et on va voir ce que c'est que l'industrie du futur. À tout à l'heure, Thibaut. À l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers de Lille. Manu, avec vous. Oui, on est toujours à Arts et Métiers à Lille. On est dans les ateliers robotiques. Je suis en compagnie d'Olivier Gibaru, qui est professeur ici. Et il y a un TP à côté de moi. Il y a des élèves en fait qui sont sur des robots. Bonjour Olivier. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils font ces élèves? Alors ces étudiants, en fait, dans le cadre de l'industrie du futur, travaillent de manière appliquée sur des robots pour réaliser des applications, ici en particulier pour faire des opérations, pour faire du kitting, donc préparation de kits à partir de vis et de boulons, d'écrous. Alors donc, à quoi ça sert les damiers qu'on voit sur la table? Les damiers, c'est pas pour jouer aux échecs, c'est pour préparer au niveau de la vision, de pouvoir calibrer ce qu'on appelle les caméras dans le repère du robot. Alors ce robot-là, il va te servir dans quel corps de métier, dans quel type d'industrie? Alors ce sont des robots collaboratifs. Donc avec notre partenaire, le CITC, nous travaillons sur l'implantation de ces robots dans les PME, dans les startups, pourquoi pas. Collaboratif, ça veut dire quoi? Collaboratif, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme va pouvoir travailler dans l'espace du robot et apporter ici des spécificités dans le cadre de cette collaboration homme-robot, par exemple. Sans danger. Sans danger, voilà. Avant, on voyait des robots dans des cages avec l'homme très protégé par rapport au robot. Ça ne sera plus le cas ou ça n'est déjà plus le cas? Aujourd'hui, en fait, à travers l'industrie du futur, l'idée, c'est que cette partie-là, et ça c'est notre credo, c'est que ça pénètre dans l'industrie de manière plus forte pour que le pays reste compétitif. Et donc ces robots, normalement, doivent permettre de traiter ce qu'on appelle la variabilité de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production est de plus en plus variable parce que la demande est très variable. Et donc ces robots-là permettent de traiter cette variabilité de production dans le temps. Voilà. D'accord, très bien. Alors il y a plein de robots ici. Il y en a... Bonne continuation, bon TP. Il y a plein de robots ici. Vous vouliez nous en présenter un autre, au moins un autre. Oui. Alors celui-ci, le orange, c'est ça? Ça, c'est une application que nous faisons avec un partenaire industriel régional sur un site près de Douai, où en fait l'avantage c'est qu'au niveau du campus de Lille, donc on a la possibilité de travailler à l'échelle 1, à l'échelle industrielle, et donc on fait des premiers tests ici sur le campus avant de le faire dans les usines directement. Est-ce qu'on peut le faire fonctionner? Alors je vais demander à Georges. Georges, tu veux faire fonctionner le robot? On va essayer de faire fonctionner. Pendant ce temps-là, on va montrer un autre robot. Voilà. Un autre robot, ne bougez pas. Regardez, c'est celui-ci. Alors Olivier également. Olivier qui va nous présenter ce que c'est que ce robot et à quoi il sert. Alors, il s'agit d'un nanodrone, donc d'un petit objet volant qui fait 22 mg, à peu près 1 cm d'envergure, qui a des ailes vibrantes et qui, lorsqu'il volera, il est sur le point de voler, il décolle pour l'instant, sera capable d'aller faire des missions d'espionnage pour les militaires ou pour de la sécurité civile, essayer de s'introduire dans des bâtiments effondrés pour les retrouver, par exemple des personnes qui pourraient être ensevelies dessous. Vous travaillez dessus, vous l'avez conçu, vous en êtes où sur ce projet et qu'est-ce que vous faites dessus en fait? Alors nous, à Arts et Métiers, on fait les calculs et la conception de l'objet et on le fait avec nos collègues de l'UIMN avec qui on le conçoit et qui eux le fabriquent donc à l'Université de Lille dans des salles blanches. C'est avec des techniques de microfabrication, un petit peu comme on fabrique des microprocesseurs. Merci beaucoup Olivier. Le robot derrière, le robot orange marche. On va en parler avec l'autre Olivier, Gibaru, pardon. Voilà. Il sert à quoi ce robot? Donc en fait le robot, l'objectif c'est qu'il réalise la mesure en fait des verres que l'on voit là. Oui. Ces verres c'est quoi? Ça ressemble à des pare-brises. Ce sont en fait des toits, des éléments qu'on a sur le toit. En fait c'est des verres
qui sont sur les véhicules Oui. et qui permettent en fait, là aujourd'hui c'est mesuré avec des capteurs mécaniques et l'objectif c'est de le faire des mesures avec un robot de manière à ce qu'on puisse alléger la structure du verre, voilà, D'accord. et Très éviter bien. sa déformation. Alors on continue, et là-bas il y a un robot blanc qui a une forme particulière. Il Absolument, sert à ouais. quoi celui-ci? Alors ce robot blanc en fait c'est un robot collaboratif qui présente la particularité, c'est d'avoir des capteurs sur l'ensemble du robot. Ouais. Et donc il facilite la collaboration de robot. Par exemple, si je suis là et que je suis dans son champ, voilà, il va s'arrêter. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de danger pour l'homme. Alors et après, une fois que je m'écarte, je peux le relancer. Et donc, vous voyez, un petit peu comme un ami, je lui tape sur l'épaule D'accord. et il se remet en marche tout seul. Voilà. Est-ce que vous travaillez également sur des robots que, par exemple, qu'on met comme des combinaisons pour aider les gens à porter? Ça s'appelle comment ce Ces type? robots exosquelettes. Alors, Exosquelettes, oui. il y a des collègues sur le campus de Paris qui y travaillent effectivement. Au niveau de l'ENSAM, on a plusieurs laboratoires et chaque laboratoire c'est un peu spécialisé. Donc, sur différentes thématiques, effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Tout à l'heure, on va aller voir les étudiants dans le CDI, le centre de documentation, juste à quelques mètres d'ici. À tout de suite, Thibaut. A tout de suite, Emmanuel. On se retrouve dans le dernier volet de notre visite avec vous, Emmanuel, et tous ces ingénieurs. Et là, voilà cette fameuse machine, la machine à vapeur qui servait à alimenter en électricité. C'était en 1900, tous les ateliers de arts et métiers. Là, je suis en compagnie en fait, de deux élèves en deuxième année, deux élèves école ingénieur, Éléonore et Jean-François. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous, présentez-vous, dites-moi un peu votre parcours avant de venir à l'ENSAM et pourquoi vous avez choisi l'ENSAM. Éléonore. Alors, du coup, moi, je m'appelle Éléonore, j'ai 21 ans. Donc, j'ai fait toute ma scolarité en région parisienne. Et donc, notamment, ma classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Michelet, à Vanves. Donc, j'ai fait la filière physique, chimie, sciences de l'ingénieur, puis la filière physique et sciences de l'ingénieur, qui n'est pas forcément la filière la plus classique pour rentrer aux arts et métiers. Mais il y a quand même pas mal de place pour y rentrer. Qu'est-ce que tu me parlais d'un coup de cœur pour l'ENSAM, notamment provoqué par un professeur en classe préparatoire. Alors, C'est ça, oui. qu'est-ce qui t'a convaincu? Comment il t'a convaincu? Alors en fait, les arts et métiers, c'est pas forcément l'école à laquelle je pensais en rentrant en classe prépa. Mais c'est vrai qu'à la fin de ma deuxième année, quand je me suis renseignée un peu sur les différentes écoles, mon professeur de sciences industrielles m'en a parlé. Et donc je me suis renseignée sur l'école et j'ai vu qu'il y avait énormément de débouchés dans tous les domaines. Qu'il y avait également beaucoup de possibilités pour partir à l'international. Et aussi C'est ce que tu vas faire en troisième année. C'est ça, oui, en troisième année. Donc je pars à Sydney, effectuer un Master of Science. Jean-François, quel est ton parcours? Donc du coup, moi j'étais en classe préparatoire à Clichy-la-Garenne, en physique-technologie. Donc c'est une filière relativement accessible pour les arts et métiers. Donc j'ai passé le concours et je suis arrivé à l'école parce que j'avais entendu l'ensemble des aspects techniques qui diffèrent énormément d'autres écoles où il y a énormément plus de théorie. Ici, on manipule énormément, on passe des journées entières dans les ateliers. Et C'est un des aspects importants de cette école qui la distingue par rapport aux autres écoles d'ingénieurs? oui, c'est ça. Donc nous, on est capable de rester plus de 8 heures en atelier pour pouvoir manipuler, pour pouvoir savoir de quoi on parle au niveau de la théorie et pouvoir mettre les mains dans le cambouis, comme on aime dire ici. Voilà. Éléonore, je voulais savoir, si tu étais bien intégrée dans cet univers qui est parfois qui a une image un peu parfois masculine. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors c'est vrai que parfois les écoles d'ingénieurs et en particulier les arts et métiers peuvent avoir une image assez masculine. Dans ma promotion par exemple, on est seulement 12% de filles. Mais je vais vous dire, ces 12% de filles sont vraiment très bien intégrées aux arts et métiers. D'ailleurs, la plupart sont investies dans des associations de l'école et donc vraiment font partie intégrante de la vie de l'école. Et au jour le jour, il n'y a vraiment aucune différence à faire avec les garçons. Et notamment, l'école fait pas mal d'efforts pour augmenter sa visibilité et son attractivité auprès des filles. Donc avec des expositions pour promouvoir l'ingénieur au féminin. Donc vraiment, j'espère que ce pourcentage évoluera pour les prochaines années. Jean-François, tu es président des associations. Enfin, c'est quoi ton titre exact? Je suis président de l'association des élèves des arts et métiers de Lille. Oui, ça consiste en quoi? Il y a plusieurs associations d'élèves, hein, c'est ça? En général, c'est une association majoritaire dans laquelle c'est une structure qui permet d'organiser l'ensemble des projets propres aux élèves. Ensuite, il y a d'autres associations qui sont un peu plus petites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'adhérents, mais qui ont une force assez puissante. Par exemple, on a la MJE de Lille, qui est la junior entreprise de Lille. On a aussi Voilzar, qui est grâce au port de Dunkerque. Qu'est-ce qu'elles font ces associations en général à Arts et Métiers?
Donc l'association des élèves des arts et métiers de Lille, c'est une structure qui permet d'organiser des projets. Par exemple, en début d'année, on était plus de 180 à aller au quartier des Faubourgs de Béthune, en collaboration avec la mairie de Lille et en particulier avec l'adjointe au maire, Madame Keshmir. Et du coup, ça nous a permis de nettoyer l'ensemble du quartier, de travailler avec le centre social et de pouvoir sortir du cocon confortable que nous procure l'école, le campus. Il y a d'autres associations, tu fais partie d'une association, tu en connais d'autres, toi Éléonore? Alors oui, moi je fais partie de l'association Gads Humanitaires, donc, qui est l'association humanitaire de l'école. Donc cet été, en fait, on est parti au Népal pendant 6 semaines, dans un village du coup, qui avait subi le séisme de 2015 et on a construit une école là-bas. On était une vingtaine de Gadzards à partir. Alors, un mot pour terminer sur l'avenir. Qu'est-ce que tu vois faire quoi dans quelques années ou déjà dès l'année prochaine? Dès l'année prochaine, c'est un peu compliqué parce que je vais continuer mes études. Il faut que je choisisse mon expertise ou mon master de 3e année qui me permettra ensuite d'avoir mon diplôme. Et ensuite, les portes sont relativement très ouvertes. Donc moi, je n'ai pas d'idée fixée sur un métier de manière particulière. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir voir, de pouvoir estimer l'ensemble des débouchés qui sont face à moi. Et moi, pour l'instant, je n'ai pas forcément de pression. J'ai beaucoup d'idées. Et la force de cette école, c'est que avec toutes ces idées, je vais pouvoir trouver mon chemin au fur et à mesure que j'avance. Et je ne suis pas fixé maintenant tout de suite sur ce que je veux faire. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans quelques minutes, Thibaut, pour le mot de la fin. À tout de suite. A tout de suite, Emmanuel. On se retrouve effectivement dans un instant. On va se faire la fin avec Emmanuel. Merci pour cette visite. Vous serez où demain, Manu? On sera à M chez un artisan qui fabrique ses savons et qui les vend. C'est la savonnerie de Romu à M dans la métropole lilloise. Et puis je voulais terminer en vous montrant, regardez cette photographie qui date du début du XXe siècle. C'est le grand hall d'ajustage. On vous a montré que ça a bien changé avec les robots de l'industrie du futur ici. On était à l'ENSAM. Je vous dis à demain, donc à M. À demain. À demain, Manu. Merci beaucoup.